Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Lily Barbery-Coulon. J'ai découvert Lily en 2018 quand je cherchais des infos sur le yoga Kundalini. Elle en parlait avec tant de passion qu'elle m'a vraiment donné envie d'essayer cette pratique. Et puis j'ai commencé à la suivre et découvert son univers et ses partages qui sont toujours très généreux et inspirants. J'ai suivi son évolution personnelle vers le yoga qu'elle raconte dans son livre La Réconciliation, qui, je pense, a été un des éléments à me faire cheminer, notamment sur ma propre envie de reconversion. Je suis donc très heureuse de l'accueillir pour parler avec elle aujourd'hui de tout le recul qu'elle peut avoir maintenant sur le monde du yoga et du bien-être. Je vous laisse avec notre échange et vous retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Lily, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au micro du podcast Un autre chemin est possible. Merci pour ton temps et pour ta confiance. Merci à toi. On va commencer par te présenter. Je pense que plein de personnes évidemment te connaissent, mais peux-tu nous rappeler qui tu es et comment aujourd'hui tu décrirais ton activité? Alors, je m'appelle Lily Barbery-Coulon. Aujourd'hui, mon économie est issue à la fois des cours de yoga et de méditation que je partage sur la plateforme qui porte mon nom, qui s'appelle lilybarbery.tv, et également de la vente de livres. J'ai écrit 3 objets assez différents littéraires. Le premier, je parle d'objets littéraires parce qu'ils sont au croisement de plusieurs choses. Le premier, c'était un livre de cuisine qui s'appelle Peel My Breakfast, qui était un livre dédié au petit déjeuner. Le second faisait le récit, qui est sorti en 2019, faisait le récit de la transformation entre ma vie d'avant, qui était celle de journaliste, et ma découverte du yoga et des outils du bien-être, donc qui s'appelle La Réconciliation. Et puis le troisième, c'est un objet un peu hybride, c'est un outil de méditation qu'on a appelé Oracle des mantras parce qu'il rentre dans une catégorie baptisée Oracle, mais c'est pas du tout un objet de voyance, enfin un outil de voyance, c'est plutôt vraiment quand on ne sait pas avec quoi méditer et qu'on aime chanter des mantras. J'avais envie de réunir des informations sur les mantras et de permettre à chacun d'avoir une pratique si on le souhaite, voilà, un peu au hasard quand on manque d'inspiration dans sa pratique et qu'on veut terminer son yoga ou bien même une séance d'exercice physique par une pratique de méditation chantée ou bien même pour en écouter un. Donc voilà, je crée aussi des collaborations avec des marques. Donc j'ai une collaboration avec une marque qui s'appelle Rive Droite. Je parle de l'économie en tout cas parce que en fait me définir, c'est aussi raconter à quel point c'est difficile aujourd'hui de me faire rentrer dans un seul domaine parce que on ne vit pas uniquement du yoga. Donc, il y a la vente de ces sacs Rive Droite que j'ai créé avec cette marque engagée qui permet de mettre son sac de yoga et toutes ses affaires, qui existe depuis 4 ans maintenant. J'ai créé une infusion et j'ai d'autres projets de collaboration. Donc, l'infusion, c'est avec l'infuseur et j'ai d'autres projets de collaboration avec d'autres marques. Et puis, parallèlement, il m'arrive de faire des missions de conseil ou bien de créer des événements qui sont autour du bien-être, du yoga, mais pas que. Ça peut être une conférence, en tout cas des moments où on puisse partager
une expérience un peu unique, soit une retraite. J'en produis quelques-unes chaque année. Là, je suis sur le point d'en lancer deux, enfin, qui sont déjà complètes. Et puis parfois, ça peut être un lieu qui vient me voir et qui a envie qu'on collabore ensemble. J'ai créé un pop-up avec des marques engagées. Donc un lieu de vente, un pop-up, ça veut dire un lieu de vente éphémère pour des marques engagées au sein de l'hôtel de Crillon en 2022. Puis j'ai comme ça des projets de temps en temps. Parallèlement à tout ce que je viens de dire, j'écris tous les jours. Alors j'écris, je participe à, enfin cette écriture quotidienne participe à créer une newsletter hebdomadaire qui pour l'instant est encore gratuite mais qui va devenir monétisée sous peu, c'est-à-dire qu'elle sera payante sous format d'abonnement. Et puis j'ai également, j'engage beaucoup d'énergie dans l'écriture d'un nouveau livre que je pensais finir rapidement et qui finalement va me prendre plus de temps que ce que j'avais imaginé si je le termine. Mais je me laisse aussi la possibilité d'aller au bout ou pas. Donc voilà, je fais des choses assez variées qui font le pont à la fois avec mon métier d'avant, puisque j'ai été journaliste pendant 15 ans, mon activité majeure qui est celle de la transmission des outils que j'ai reçus dans le yoga et la méditation, et en même temps mes centres d'intérêt qui continuent à évoluer, mais qui sont toujours autour de l'art de vivre, parce que j'ai eu un moment radical où je me suis intéressée qu'au yoga, mais j'ai retrouvé une pluralité de sujets qui, au fond, ne m'avaient pas quittée, mais dont je m'étais un peu privée. Et donc, qui concernent à la fois les arts de la table, la gastronomie, qui concernent la décoration, et tout un tas de sujets que je mêle donc dans ma newsletter, mais aussi sur mon compte Instagram. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, mais j'ai bien du mal en fait à répondre à cette question de manière rapide parce que mon métier, il est pluriel aujourd'hui. Merci pour toute cette réponse, c'est hyper juste ce que tu dis. J'ai l'impression qu'avant, on nous demandait souvent tu fais quoi dans la vie et on s'attend à une réponse, un truc très précis. Et en plus, que cette réponse, c'est justement la réponse à qu'est-ce qui nous fait vivre financièrement. Et c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant que tu aies commencé la réponse par sur quoi repose économiquement, je crois que c'est comme ça que tu l'as formulé. Parce que oui, en fait, il y a qu'est-ce que tu fais dans la vie, il y a qu'est-ce qui me rémunère, mais il y a plein d'autres choses que je fais aussi. Et moi, justement, quand je t'ai contacté, c'était au sujet de la newsletter que tu as écrite récemment sur la gratuité. Et je trouve que c'est un vrai sujet. On va y revenir un petit peu plus tard. Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Dans toutes ces activités, c'est quoi le pourquoi derrière, si tu l'as défini? Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas connu une vocation jeune pour un métier. Donc, il y a des gens qui se sentent appelés par un domaine, qui ont envie de faire du droit, qui ont envie de devenir médecin ou j'en sais rien, qui ont envie de travailler dans la mode. Moi, justement, j'étais bien embêtée parce que je faisais partie des gens qui n'avaient pas un domaine de prédilection qui les appelait, ou en tout cas, c'était pas net. Donc, j'ai beaucoup expérimenté. Donc, je suis partie vivre en Irlande après avoir eu mon bac. J'ai suivi des cours d'art plastique là-bas. J'avais une sensibilité artistique qui a toujours été importante. J'ai fait du chant. J'ai écrit un spectacle de seul en scène parce que j'avais envie voilà, de raconter le monde de la mode que j'avais bien connu en fait lorsque j'ai été attachée de presse dans la mode. Mais j'ai eu l'impression pendant longtemps que tout m'était arrivé un peu par hasard, que je n'avais pas choisi en fait. Donc tu me demandes le pourquoi. Moi, je crois que on expérimente des choses et puis on se rend compte quand on les fait de ce qui nous convient, de ce qui nous convient moins bien. Et en fait, ça nous aide à mieux choisir la fois d'après. Donc, il se trouve que aujourd'hui, je fais des choses très différentes que j'ai du mal à réunir en une seule phrase, comme tu l'as vu en introduction. Et le pourquoi, en tout cas, qui me pousse aujourd'hui, c'est surtout d'être vraiment la plus sincère par rapport à mes envies et mes besoins. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ce que je fais, ça me donne de la joie? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire?
Et cette réponse, elle est jamais définitive. Donc, ça vaut la peine de se la poser régulièrement parce qu'on peut. Enfin, moi, j'ai déjà changé de vie, enfin, plusieurs fois, mais je suis pas certaine que j'enseignerai le yoga dans 5 ans, par exemple. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le cœur de ce qui non seulement me rémunère, mais aussi m'intéresse. Bah, c'est quand même central, voilà. Mais ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup bougé. J'ai plus du tout la même vision de ce que j'enseigne, de celle que j'avais il y a 5 ans. Donc, tu m'aurais posé cette question il y a encore 4 ou 5 ans, j'aurais sans doute parlé d'une mission spirituelle. Aujourd'hui, pas du tout. J'ai écarté toutes ces explications ésotériques. Elles résonnent plus avec moi. Si les autres voient ça en moi, ça les concerne. Mais moi, j'essaye d'avancer authentiquement, sans trop, enfin, me raconter d'histoires. Je ne cherche pas à me mentir, mais tu vois, parfois, on peut, pour des tonnes de raisons, s'arranger un peu avec la vérité. Parce que ça nous convient pas, en fait. Notre réponse, elle rentre pas dans les cases. Parce que j'en sais rien, on a un crédit en cours et que moi, pendant très longtemps, je me suis raconté l'histoire que être journaliste là où j'étais, c'était ce dont j'avais rêvé. Et ça m'a plu pendant longtemps. Et ça participe à être qui je suis aujourd'hui. Donc, je remets en question aucune des expériences. Mais j'ai mis un moment à me rendre compte qu'il y avait une petite dissonance, un petit mensonge à un endroit, et qu'à un moment, cette fausse note, elle est devenue tellement insupportable, c'était tellement grinçant, qu'il a fallu que je fasse autre chose. Et je suis de ce genre de personne-là à changer, à rentrer dans des cycles, à être à fond sur un sujet, et puis au bout d'un moment, à me rendre compte que ben non, c'était pas celui-là non plus, mais j'ai beaucoup appris, je me suis enrichie de plein de choses et donc il y a autre chose qui suit. Bah merci parce que je trouve que c'est hyper déculpabilisant pour plein de gens qui cherchent un peu leur mission de vie. Tu sais, un peu je trouve qu'il y a un peu un phénomène entre guillemets de mode sur la reconversion aujourd'hui et plein de gens, c'est comme si en fait, je m'étais trompée, donc maintenant je cherche ma vraie mission de vie parce que la première c'était peut-être pas la bonne et en fait comme tu l'expliques, c'est peut-être juste des cycles. On peut l'expérimenter de plein de façons différentes, mais en tout cas si il n'y a pas une évidence et que ou même on en a une à un moment et qu'après on en a une autre, enfin en fait tout est OK, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas à chercher plus loin, peut-être. Oui, je crois qu'il faut vraiment se méfier parce que c'est un système de pensée comme un autre. Cette histoire de mission de vie, de mission spirituelle. Si ça nous fait du bien d'y croire, tant mieux. Si à un moment c'est étouffant, alors il faut peut-être regarder d'autres systèmes de pensée. De toute façon, on pourra changer d'avis, bouger. On n'est pas enfermé. Et dans tout le champ du bien-être, de l'accompagnement, etc., et de la spiritualité, je dirais, contemporaine, il y a quand même des gros délires qui sont infusés et qui se mêlent à des quêtes de sens qui sont authentiques. Mais les gens sont fragilisés par une situation, une époque qui est dure, se forment à diverses pratiques, à des disciplines, et d'un seul coup, on rajoute là-dessus une dimension, je dirais, de l'ordre de la mission d'âme. Et donc forcément, on a tous très envie de savoir ce que c'est que ce code secret auquel on appartiendrait, avec lequel on serait venu, qu'on aurait vécu 50 trucs avant qui l'expliquerait. Et puis il suffit qu'on ait fait une pratique de respiration qui nous ait mis en conscience modifiée pour avoir ressenti des choses très fortes de vie d'avant, où on ne sait pas si c'est du rêve ou si c'est la réalité, mais où d'un seul coup, on se dit, ah bah c'est ça, en fait, dans une vie d'avant, je dis n'importe quoi, j'ai été gladiateur, on m'a blessé, et c'est pour ça que je suis revenue soigner le monde. Moi, j'ai baigné là-dedans un temps. Et j'ai absorbé tout ça au point d'y croire. Ça, alors, j'ai pas tout pris, mais quand même, hein, j'ai bien aimé y croire.
Aujourd'hui, je n'y crois plus. Je respecte ceux qui y croient de la même manière que je respecte ceux qui croient en la religion catholique, en la religion juive, en la religion musulmane. C'est pas mon cas, mais je les respecte dans leurs croyances. Je vais pas leur dire t'as tort, Dieu n'existe pas. Mais ça résonne plus pour moi. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ça avait tendance à m'étouffer au bout d'un moment et à me résumer, à me réduire à une seule possibilité. En fait, je crois qu'on change en permanence. D'abord, on vieillit tous les jours. Donc, on a des expériences qui nous transforment en permanence. Et on voit bien que quelqu'un qui a pu avoir une vocation de médecin de sa plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, s'il est usé par son métier et qu'il se sent plus en fait en cohérence avec l'hôpital tel qu'il est pensé aujourd'hui, bah, s'il change de vie et qu'il devient fleuriste ou j'en sais rien, peu importe, il n'a pas raté sa mission de vie, quoi. Et puis l'époque, elle est brutale. Je sais pas, on parle de guerre aux portes de notre pays. Vraiment, on est dans une situation critique. La mission de vie, c'est bien sympa, mais enfin, peut-être qu'on va avoir d'autres urgences en fait que de juste se concentrer là-dessus. Donc, j'ai à la fois du respect pour ceux qui y croient, parce que quand j'y croyais, j'étais vraiment sincère et je me disais, ouais, c'est génial en fait, voilà, tout s'explique. Mais maintenant que j'y crois plus, bah, je me dis, je me sens plus libre en fait. Et justement, pour revenir sur ton activité dans le yoga, alors j'imagine que quand on lance son activité en ayant une communauté comme celle que tu avais déjà construite, c'est sûrement différent d'une personne qui part de rien du tout. Mais pour autant, bah, justement, quand tu t'as lancé cette activité, qu'est-ce qui t'a aidé et qu'est-ce qui a été aussi challengeant? Alors, d'abord, je pense que ce qui m'a aidé, c'est d'avoir été journaliste pendant 15 ans, pas à cause de mon réseau, mais à cause du, du système de remise en question permanente de tout ce qui m'était proposé et de mon envie de comprendre et d'observer en fait la situation. Parce que les journalistes, on a ça en commun, c'est que on reçoit beaucoup d'informations et quand on fait un papier, surtout un très long article, on va être obligé à un moment de bien synthétiser notre pensée, de comprendre en fait quels sont les enjeux, quels sont les angles en fait. Bon. Et moi, j'avais pas l'intention de donner des cours de yoga lorsque je me suis formée. Les choses sont arrivées un peu par hasard. Et puis, il y a eu un premier cours que j'ai donné à deux profs qui a été vraiment, qui m'a apporté beaucoup d'enthousiasme et de joie. Ça m'a poussée à continuer. Mais j'avais vraiment pas du tout l'intention d'en faire une activité économique centrale dans ma vie. Pour moi, ça allait être quelque chose d'à côté. Parce que en fait, on critique beaucoup le yoga pour son aspect marketing aujourd'hui, pour le fait que ce soit devenu l'appropriation culturelle de quelque chose de vraiment spirituel soit devenu vraiment un outil pour faire de l'argent. Mais la réalité, c'est que la grande majorité des profs de yoga gagnent très mal leur vie. Donc, on peut leur taper sur le dos autant qu'on veut, mais si on donne des cours en salle, même si ça cartonne, vraiment que ça cartonne pour la personne, on gagne très peu. Alors, moi, j'avais vu ça parce que je suis journaliste et que j'avais observé, j'avais regardé comment les uns et les autres s'en sortaient. Et je me suis rendu compte que ceux qui s'en sortaient avaient développé des business à côté. Et donc, j'avais en tête que le yoga ne pourrait pas être la seule de mes activités. Donc, quand je me suis lancée, je n'ai pas lâché. Alors, ça s'est passé en plusieurs temps. Il y a eu un moment, j'ai vraiment eu besoin de couper totalement avec ce que je faisais avant. Et donc, entre ma période de presse écrite et la période où je suis vraiment devenue prof de yoga à fond, je faisais encore pas mal de consulting en communication pour des marques de luxe. Et il y a eu un moment où il fallait que je mette toute mon énergie vraiment dans le yoga plutôt que ailleurs. C'était plus en cohérence. Et puis, mes valeurs aussi en termes de consommation, ça allait plus du tout en fait avec l'idée de faire la promotion de marques de luxe
Aussi parce que j'étais sous l'emprise de croyances que ça ne pouvait pas aller ensemble. Ok. Donc, il y avait un désir de pureté dans mes comportements, le fait d'enlever la viande, de retirer, d'être le plus entraîné possible. Et du coup, j'ai retiré pas mal de choses, même sur le plan économique. Et puis, j'avais ce truc de toute façon, si c'est aligné avec ce que je veux vraiment, ça va marcher. Bon, en fait, il n'y a pas que ça qui fait que ça marche, malheureusement. Et c'est pourtant beaucoup répété dans les centres de formation. Je trouve que dans beaucoup de domaines, on ne parle pas suffisamment en fait de la monétisation en fait, de l'activité. Et on focalise un peu trop sur justement tout l'aspect spirituel, c'est génial, c'est formidable, vous allez aider les gens, vous êtes dans votre mission, vous allez changer le monde. Bon, en fait, avant de changer le monde, il faut quand même faire en sorte que ce soit viable. Donc moi, j'ai commencé au début juste à tester quelques cours pour voir ce que ça donnait et j'ai ouvert un cours pour 8 personnes. Donc c'était vraiment tout petit dans une salle. Et évidemment, comme j'avais une communauté sur les réseaux sociaux, je devais avoir je sais pas, je dirais 30 ou 40 000 personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux, ce qui était beaucoup, mais ce qui était un travail qui avait été entamé depuis 2010. Donc, ça faisait déjà 8 ans que j'avais un blog, que je jouais avec les réseaux sociaux et ça m'amusait beaucoup. Donc, c'était pas du tout difficile. C'était comme une espèce de seconde nature de raconter un petit peu tous les jours mes découvertes, les bonnes adresses, etc. Donc, on me suivait plutôt pour l'art de vivre. Puis, j'avais une partie de ma communauté qui était assez intriguée de ce changement, en fait, hein, tiens, elle a quitté la presse écrite, elle a fait un livre sur le petit déjeuner, maintenant elle se forme à l'enseignement du yoga. Donc il y avait, je pense, une curiosité en fait. J'en ai perdu aussi pas mal parce qu'il y a des gens qui ne s'intéressaient pas du tout au yoga et qui se sont dit, bah, elle nous saoule en fait à nous montrer sa pratique le matin, le midi, le soir. Et puis j'étais vraiment radicale dans ma façon de faire. Donc je pense qu'il y en a qui se sont sentis un peu exclus, en tout cas ça les intéressait moins. Mais il se trouve que ceux qui ont essayé les cours avec moi ont eu envie de revenir. Et puis très vite, je me suis retrouvée inondée par des demandes. Donc, je me suis décidée à louer une salle moi-même. Et ça, je pense que c'était une clé très importante pour moi. C'est que j'ai tout de suite refusé de travailler pour un studio de yoga qui rémunère les profs en freelance. Donc, pour qu'on comprenne, pour ceux qui ne connaissent pas ce métier, dans les studios de yoga, pendant très longtemps, alors maintenant il y en a moins des studios ouverts, mais parce que le Covid est passé par là. Mais avant le Covid, dans beaucoup de studios parisiens, un prof de yoga pouvait gagner en un cours d'1 heure, 1 h 30, une base de 50 euros à laquelle venaient s'ajouter des commissions sur les ventes de plus de 10 élèves. C'est-à-dire que s'il remplissait plus de 10, eh ben, il avait une commission pour chaque élève en plus. Mais grosso modo, un prof pouvait espérer pour un cours, si ça marchait vraiment bien pour lui, 150 euros. Et encore, je suis large. Il y a beaucoup de profs qui gagnaient uniquement 50 euros. Alors, donc beaucoup sont auto-entrepreneurs et il faut imaginer qu'on ne peut pas donner 9 cours de yoga dans la journée. Ça n'est pas possible parce que on pourrait se dire, bon, bah oui, mais c'est quand même pas mal, c'est plus que enfin, voilà, si on rapporte ça à combien on paye un cours particulier pour son enfant, ou bien combien on va payer à l'heure quelqu'un qui fait le ménage, évidemment que c'est plus. Mais physiquement, en fait, il y a un moment où on va vite atteindre le stade où on peut continuer à en donner. Et puis évidemment, sur cette somme, ben, on va avoir plein de frais. Et puis on se déplace aussi parce qu'on perd du temps dans les transports pour aller dans un studio, ça s'enchaîne assez rarement. Donc comment font les profs? Bah, ils font des cours particuliers avec quelques élèves. Ça va leur permettre d'arrondir leur fin de mois. Ils organisent des retraites. Donc ils essayent d'avoir un partenariat avec un hôtel. Et puis ils essayent en tout cas de trouver une économie dans tout ça. Il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a peu. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui galèrent et qui, du coup, ont d'autres métiers à côté qui les rémunèrent et qui leur permet de considérer cet enseignement du yoga comme quelque chose en plus qui les équilibre, mais qui ne leur apporte pas financièrement quelque chose. Et je me suis rendu compte que dans le domaine du bien-être, ben, c'est souvent le cas.
Donc, moi, quand j'ai des élèves qui me disent aujourd'hui, j'en ai marre de mon boulot, j'ai envie de tout plaquer, j'ai envie de devenir, j'en sais rien, céramiste, masseur, etc. Évidemment, l'idée, ça n'est pas du tout de les décourager, mais c'est de se dire, est-ce que avant de plaquer ton métier, etc., on ne peut pas déjà réfléchir à la faisabilité économique des choses? Et puis, surtout, ça dépend de la situation de la personne, parce que si son statut, c'est d'être parent célibataire avec la charge de plusieurs enfants, ou d'être parent divorcé avec une pension à payer, ou bien une école privée à payer, enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Se barrer pour s'imaginer qu'on va faire du bien aux autres, faut d'abord être sûr qu'on va pouvoir faire du bien à sa famille, enfin, que ça va être viable, quoi, ça. Donc, une fois qu'on a regardé comment ça fonctionne pour les autres, c'est de se dire comment on va pouvoir inventer notre façon de faire. Moi, je me suis dit, je ne travaillerai pas pour un studio de yoga. Il n'en est pas question. Le studio de yoga, par contre, peut apporter beaucoup à un prof qui est pas connu et qui a besoin de notoriété et qui n'a pas envie de jouer avec les réseaux sociaux. Bon, malheureusement, aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, c'est quand même compliqué. Mais en plus de ça, on a un algorithme sur Instagram qui a beaucoup changé depuis 2021 et qui fait que de toute façon, même en faisant le job sur les réseaux sociaux, on est invisibilisé par rapport à une marque qui va payer pour que ses contenus soient visibles. Donc, tout ça fait que il faut penser vraiment le marketing de cette histoire. Alors moi, je n'avais pas réfléchi à tous ces paramètres, mais je les ai découverts au fur et à mesure. Donc, j'ai cherché une salle pas trop chère à louer et avec de la souplesse. C'est-à-dire, il y a des salles qui obligent à louer, par exemple, tu vois, enfin, toute l'année sur 10 mois. C'est quand même assez compliqué, ça, de le tenir, parce qu'il y a des vacances scolaires, il y a tout un tas de choses. Moi, j'ai réussi à trouver une salle que j'ai pu louer, tu vois, à la semaine. Vraiment d'une semaine à l'autre, je te dis quand je viens, etc. Si je loupe une semaine, je ne paye pas, etc. Donc déjà, ça m'a vraiment soulagée. Et puis, donc j'ai multiplié ce type de pratique-là. J'ai créé évidemment des cours un peu ateliers, un peu spéciaux, qui sont un peu plus longs. On ne peut pas en faire 50, mais on peut en faire un dans le mois ou deux dans le mois, qui sont un peu plus rémunérateurs, puisqu'un peu plus cher, vu que la pratique est plus longue. Et j'ai essayé de trouver des salles pas trop chères dans lesquelles je pouvais mettre beaucoup de tapis. Parce que ma pratique, contrairement à l'ashtanga, au yoga hatha ou au yoga iyengar, ne nécessite pas qu'on corrige les élèves en permanence parce qu'elle n'a pas des placements qui sont aussi rigoureux que dans d'autres pratiques plus acrobatiques où là, le prof doit vraiment en fait soutenir et peut pas avoir un très grand groupe. Ce qui veut dire que quand on est prof, par exemple, de yoga iyengar, on va pas pouvoir avoir des groupes de 50 élèves, ça n'est pas possible. Bon, moi, j'ai pas des groupes de 50 élèves, mais ça peut m'arriver une fois de temps en temps. Une prof de fitness, elle peut imaginer de temps en temps donner un atelier gigantesque pour 100 personnes. En Iyengar, c'est quand même compliqué. Enfin, il faut pouvoir regarder les élèves. En plus, on vient pour ça. Donc, du coup, voilà encore, tu vois, des tas de petites choses qui font que c'est différent pour chacun de ces profs. Donc, moi, j'ai eu cette chance que les élèves ont été au rendez-vous. Ils ont adoré ce que j'avais à proposer et de manière très surprenante pour moi, m'ont réclamé, enfin, toujours plus. C'est-à-dire qu'ils me disaient, je voudrais venir avec ma copine. La copine venait, elle adorait, elle s'inscrivait pour d'autres cours. Et j'ai même pas eu tellement besoin, en fait, d'en parler. Aujourd'hui, je parle quasiment jamais de mes cours sur Instagram. J'en parle très peu, en fait, de mes cours en présentiel, parce que j'en donne que 2 par semaine, parce qu'ils sont pris d'assaut tout le temps et que je veux pas créer de frustration supplémentaire. En parler, en faire la promo pour ensuite dire aux gens qu'ils peuvent pas venir, c'est super sur le plan marketing, mais après, humainement, je trouve que c'est pas très sympa, donc je le fais pas. Idem pour les retraites de yoga. Je n'en parle pas sur les réseaux sociaux, j'en parle uniquement à ma newsletter, et même avec ma newsletter, je crée énormément de frustration. Ça n'est pas mon but, ça me rend toujours triste de voir des gens qui sont dégoûtés de ne pas pouvoir venir et qui ont l'impression qu'ils n'ont pas été sélectionnés ou pas choisis. C'est pas du tout mon intention. Donc ça a tenu 2018-2019 jusqu'à début 2020, uniquement en présentiel. Jamais je n'aurais imaginé donner des cours en ligne. Pour moi, ça ne pouvait pas se faire. Enfin,
Pour moi, l'important, c'était d'être ensemble, en groupe, dans une salle. L'énergie, elle circulait en présentiel. Je ne pouvais pas imaginer que je serais capable, devant un écran, de donner ça. C'était pas possible. Bon, il se trouve que le confinement est arrivé. Et là, ce qui a vraiment changé la donne pour moi, parce que pendant toute cette période de 2018 à 2020, donc je dirais 3 années d'enseignement, j'avais quand même ces collaborations, ces livres, toutes ces choses qui sont venues animer quand même économiquement. Et bah oui, je vivais quand même beaucoup moins bien qu'avant, mais suffisamment bien juste pour être à l'équilibre personnel. Mais je suis pas partie en vacances au ski, j'ai abandonné tous ces trucs hyper luxueux. J'ai pas pu faire tout un tas de choses et je tiens à le dire parce que souvent on s'imagine que j'ai un mari riche sur lequel je me suis appuyée. Je n'ai jamais, jamais demandé un centime à mon mari. Évidemment, on est à deux et c'est plus simple à deux. C'est encore pire quand on est seul, c'est évident. Mais je n'ai pas du tout été soutenue financièrement en mode vis ton aventure. Et non, c'est pas le cas et je ne le voulais pas. Enfin, pour moi, c'était hyper important de me débrouiller. Donc, j'ai quand même donné beaucoup de cours. Donc, je me suis pas mal fatiguée, mais je m'en rendais pas compte parce que j'étais heureuse de cette aventure-là, tout en continuant à vraiment maintenir les réseaux sociaux parce que bah, aujourd'hui, c'est une clé hyper importante. J'ai commencé le confinement, le 15 mars 2020, j'ai commencé ces méditations gratuites sur Instagram. Je devais avoir, je sais pas, 45 000 personnes qui me suivaient. Et à la fin du confinement, on était 110 000, quelque chose comme ça. Donc, du premier confinement. Mais ça, je ne l'ai pas du tout fait pour gagner des followers, ni pour changer mon économie. Il se trouve que j'avais besoin de retrouver mes élèves et que je me suis dit que le direct sur Instagram était plus simple que de me créer une chaîne YouTube, de créer des directs sur YouTube. Je me suis dit, bon, je ne sais pas faire tout ça. Il y a un bouton, j'appuie dessus, je fais direct. J'avais un peu peur d'être ridicule devant tout le monde et je l'ai sans doute été pour plein de gens. Mais j'en ai aussi aidé d'autres. Et moi, je me suis fait du bien pendant toute cette période. Je pense que j'aurais pas supporté le confinement. Tu vois, là, ça va faire 4 ans. On est dans cet anniversaire qui se rapproche. Et j'en garde un souvenir traumatique, je pense beaucoup. Moi, j'ai été enfermée à Paris et heureusement que ces méditations, pour moi, ont existé. J'aurais pas tenu, d'autant que ma fille allait très mal, que je n'en ai jamais parlé sur les réseaux sociaux, mais que je vivais une situation qui était hyper difficile de voir mon enfant autant souffrir de l'enfermement et qu'elle n'a pas de frères et sœurs. Donc voilà, on était à trois dans un appartement qui certes est confortable et qui était des conditions beaucoup moins difficiles que des jeunes étudiants célibataires dans des chambres de bonne qui sont tombés en dépression. Mais même à trois et même dans ces conditions-là, ça a été très, très dur. Et je pense que tous ceux qui sont restés dans des grandes villes comme Paris, dans des grandes métropoles isolées, avec des jardins fermés, euh, je m'en souviendrai toute ma vie, en fait, de cette ambiance de fin du monde un peu apocalyptique pendant quelques semaines. Le cadeau de tout ça, c'est que j'ai pu expérimenter ce que c'était que de donner un cours en ligne. Et ça a changé mon économie. Parce que bah forcément, combien de personnes on peut mettre dans une salle? Une vingtaine. Voilà, dans une salle parisienne, on n'a pas des salles qui sont gigantesques non plus. Donc on peut mettre une vingtaine de personnes. D'un seul coup, bah, un cours beaucoup moins cher pouvait être partagé par un plus grand nombre. Donc bah, ça a été assez fou pour moi, en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas du tout dépensé cet argent. Parce que j'étais dans un mode paysan. Moi, je suis arrière-petite-fille de paysan et je me suis dit, mets ça de côté. Contrairement à tous les conseils qu'on m'a donnés, parce que beaucoup de conseils, c'était développe, lance ta marque, lance tes produits de yoga, embauche. Et c'est marrant parce que j'ai vu récemment une fille qui est dans le fitness et qui, elle, a fait ça, a suivi ces conseils-là, et qui, là, a dû licencier, revenir en arrière, etc., parce que c'était une période qui était un peu particulière. Et que, évidemment, bah, je ne gagne plus la même chose qu'en 2020 ou en 2021. C'est évident. Il y a moins de gens qui s'intéressent au yoga, à ces pratiques. Il y a plein de studios qui ont fermé. Et puis surtout, on a moins le temps aussi. Enfin là, c'est pas qu'on avait que ça à faire, mais
on avait beaucoup de temps chez nous à occuper. Donc voilà. Donc moi, j'ai mis ça de côté en me disant, le jour où j'aurai un projet qui compte vraiment, de développement, etc., ou le jour où ce sera plus difficile pour moi, parce que je vieillis et que je pourrai peut-être pas toujours donner des cours, ben, cette somme, elle sera là pour m'aider. Et je suis assez contente d'avoir fait ça, parce que dans des moments plus difficiles, et notamment quand j'ai fait un burn-out en 2022 et que j'ai pas pu travailler, ben, j'étais contente d'avoir cette somme, parce que en tant qu'indépendante et créatrice d'entreprise, il y a zéro. Dans un moment d'arrêt maladie, si je fais pas rentrer d'argent, il y a rien qui rentre. Donc voilà. Justement, je voulais te questionner par rapport à ton burn-out il y a 2 ans. Est-ce que c'est difficile de prendre soin de soi quand justement notre métier c'est d'aider les autres à prendre soin d'eux ou de prendre soin des autres? En fait, c'est pas ça qui m'a mise en burn-out. Il y a plusieurs facteurs qui ont privilégié en fait ce moment vraiment que je ne souhaite à personne, parce que pour moi, c'était des mots qui voulaient pas dire grand-chose, mais j'avais imaginé que le burn-out, c'était juste une grande fatigue, peut-être avec un état dépressif, mais bon, ce que j'ai expérimenté n'a rien à voir avec juste une grande fatigue. Il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai été, j'ai vécu quelque chose d'assez difficile avec un harcèlement sur les réseaux sociaux dont j'ai assez peu parlé parce que j'avais pas envie de donner du pouvoir encore plus à cette personne et qui a été, enfin ça a disparu, mais ça a été assez difficile pour moi parce que j'ai trouvé ça très injuste et très violent surtout. Donc ça m'a pas mal déstabilisée parce que j'avais une relation avec l'outil Instagram plutôt très joyeuse, très généreuse, et je n'ai jamais retrouvé ma joie telle que je l'avais avant ça. Ça m'a appris à ne plus jamais avoir confiance totalement en l'outil dans le sens où je ne suis pas suivie que par des gens qui m'aiment bien, je suis aussi suivie par des gens qui me détestent, comme tous les gros comptes sur Instagram. Et moi, j'ai pas un compte énorme, mais dès qu'on dépasse les 20 000, les 30 000, les 50 000 followers, il faut savoir que parmi les gens qui vous suivent, il y a des gens qui adorent vous détester et que vous agacez profondément, mais qui continuent à vous suivre. Bon, les humains sont compliqués, hein, mais bon, voilà, il y a ça. Et donc, je suis très consciente de ça aujourd'hui. Et je sais à quel point ça peut être douloureux de le vivre. Donc, ça m'a pas mal fragilisée. Ensuite, la deuxième raison, c'est que j'ai pris conscience que les gens qui m'avaient formée à l'enseignement de cette pratique, et en particulier une personne, bah, je m'étais totalement trompée en fait sur cette personne et du coup ça m'a amené à remettre en question, à déconstruire tout ce que j'avais appris, le bon comme le mauvais, et à vraiment en fait retourner chacun des vêtements et à me dire qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je jette à la poubelle, qu'est-ce que je brûle. La tentation au début c'était de ne rien garder. Et je pense que quand on est très en colère, très déçu, on a ce truc, quand on quitte quelqu'un, au début, on a juste envie que la maison, qu'il n'y ait plus rien derrière nous, quoi. Donc ça a été mon premier réflexe. J'ai beaucoup, beaucoup lu pendant toute l'année 2022 sur le sujet de l'emprise sectaire, parce que bah, j'ai été sous l'emprise, en tout cas, de croyances, de tout un système de pensée. Et je m'en voulais beaucoup de ne pas m'en être rendu compte. Je me sentais extrêmement coupable que d'autres personnes aient eu envie d'aller dans ce même centre de formation, pas parce que j'en avais parlé sur les réseaux sociaux, mais parce que par capillarité, en voyant des photos de moi là-bas, les gens ont trouvé et puis finalement, ça a fait boule de neige. Donc je me sentais vraiment... et je ressens moins maintenant parce que je suis victime comme elle, vu que avant moi, d'autres gens ont joué ce rôle-là pour moi. C'est-à-dire que il a bien fallu que j'y aille et que je sois attirée aussi par cet endroit. J'ai pas découvert cette personne et ce lieu comme ça, hein. Il y a d'autres gens qui ont servi de normalisation, de caution en fait normalisante pour que je me dise, ils ont l'air bizarres, mais en fait, si cette personne y va, du coup, je vais y aller aussi. Mais c'est une espèce de cercle vicieux qui est terrible parce qu'en fait, on ne se rend pas compte avec
l'enthousiasme qu'on est en train de faire la promotion de quelque chose qui conduit à aller très mal, alors qu'on est venu se faire du bien. Voilà. Et je crois que 2022, moi, j'ai coupé les ponts avec ces gens fin 2021. Mais du coup, en 2022, il y a vraiment eu un désespoir très très grand et en même temps je continuais à donner mes cours parce que j'avais plein de choses de prévues qui étaient engagées depuis longtemps et que je ne pouvais pas en fait les faire disparaître du jour au lendemain et puis je savais pas du tout ce que je voulais. J'étais cette question que tu as posée au début du pourquoi tu fais ça, honnêtement j'étais pas capable de répondre. J'étais tellement dans la sidération de tout ce que je découvrais que je n'arrivais pas à véritablement prendre une décision, me dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Et puis, ma fille a des troubles de l'apprentissage qui s'appellent dyslexie, multidys, dysorthographie, dyscalculie. Et ça engendre beaucoup de souffrance. On n'imagine pas à quel point ces jeunes adolescents qui souffrent de troubles de l'apprentissage, ce qu'ils vivent, c'est terrible en termes de confiance en soi, etc. Et donc, il a fallu vraiment que je sois aussi là pour elle et dans un moment de grande souffrance pour elle. Et je dois dire que le cumul de tout ça a fait que mon corps, un jour, j'ai été sur mon tapis et il n'a pas voulu se mettre dans une posture de base. Je me suis mise à trembler, je me suis écroulée. Donc, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis relancée dans un chien tête en bas. Je ne sais pas si les gens connaissent cette posture, mais c'est un triangle de base. On a les mains au sol, les pieds, les talons posés. On tire avec son bassin vers le ciel pour essayer d'étirer son dos. Et à nouveau, mes bras ont tremblé et je suis tombée. Et j'avais aussi beaucoup grossi pendant toute cette période sans comprendre pourquoi. J'avais aucune personne qui était capable de me dire pourquoi je grossissais. Et en fait, bon, on l'a su. Donc, j'étais dans ce qu'on appelle un burn-out. Mes glandes surrénales fonctionnaient plus du tout correctement. Je produisais beaucoup trop de cortisol et j'étais totalement déprotéinée parce que je ne mangeais plus du tout ni viande ni poisson depuis longtemps. Donc, toute l'eau que je prenais et tout ce que je prenais était conservé, réservé au cas où il se passe quelque chose de dramatique. Je n'avais plus du tout de fer dans le sang. J'ai été menacée d'être transfusée à 2 reprises. J'avais un taux de globules rouges qui était extrêmement faible. Et j'ai eu cette chance, c'est d'être très très bien accompagnée sur le plan médical. D'abord parce que j'ai fait des bilans sanguins réguliers. Je suis allée voir un endocrino aussi qui m'a expliqué ce qui se déroulait dans mon corps, parce que c'était important de comprendre sur le plan hormonal. Mais j'ai aussi eu le soutien. Alors moi, je suis pas très naturopathie, mais j'ai eu le soutien d'une naturopathe que j'ai trouvé fantastique parce que elle a travaillé vraiment en relation avec le médecin qui, lui, n'avait pas grand-chose à me proposer sur le plan nutritionnel ou complément alimentaire, mais qui avait surtout une ordonnance éventuelle d'antidépresseurs en fait à me proposer. Mais j'étais pas dans un état de dépression. J'étais dans un état de fatigue qui est une fatigue où on ne peut même pas se lever de son lit, où on ne peut même pas choisir ce qu'on va manger ou faire une addition comme 2 plus 2 égale 4. On ne peut plus le faire. C'est-à-dire que le cerveau est débranché et ça dure un long moment. C'est pas 2, 3 jours, quoi. C'est que pendant un mois entier, je n'ai pas pu répondre à des questions de qu'est-ce que tu voudrais manger? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et alors on pleure parce qu'on est fatigué, comme les enfants qui, en fin de journée, quand ils n'ont pas fait suffisamment de sieste ou qui pleurent, on a le même genre de pleurs, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi on pleure, on est juste crevé et on dort pas bien la nuit. C'est pas comme si on pouvait récupérer. On a un sommeil qui est très compliqué parce que sur le plan hormonal, il se passe tellement de choses que avant que le corps comprenne qu'il est plus en urgence et qu'il va pouvoir vraiment se reposer, et puis parce que moi j'ai mis aussi un petit moment à comprendre que c'était très grave, enfin que voilà. Donc j'ai arrêté de travailler pendant entre 4 et 6 mois et j'avais créé cette plateforme de cours en ligne en mars 2022. Ça m'a bien soutenue.
Mais j'avais pas osé faire des abonnements. Je vendais des cours à l'unité. Et ça a tout changé parce que, en fait, pendant cette période, j'ai créé un abonnement pour avoir accès à tout ce que j'avais déjà mis en ligne. Et énorme apprentissage, en fait, ce burn-out a fini par me montrer que je pouvais gagner de l'argent en travaillant moins, en m'excitant moins dans tous les sens. Donc, c'est pas parce que je n'ai pas pris soin de moi que je suis tombée malade. C'est parce que j'ai eu une crise personnelle très forte et que je n'étais plus alignée avec ce que je transmettais. Et une fois que j'ai commencé à vraiment me rendre compte de ça, je ne veux plus le transmettre, ça, je ne veux plus le partager, je ne veux plus parler de l'énergie, de la manière dont je le faisais avant, je ne veux plus dire des choses comme si c'était des certitudes scientifiques, alors que ça n'est pas le cas. Je veux prévenir, moins induire de résultats, parce qu'on a un grand pouvoir sur les élèves quand on a la parole et que eux non. Et donc, moi, j'ai profité de ce pouvoir sans m'en rendre compte. Donc, bon, ça m'a rendu, c'est une grande leçon, une immense leçon. Et puis, bah, progressivement, j'ai remonté la pente et j'ai retrouvé ma joie d'enseigner en 2023. Vraiment une grande joie d'enseigner. Et de plus en plus. Et j'enlève. De temps en temps, je me dis, oh, putain, j'ai cru ça. Ah ouais, mais je le crois plus du tout. Ok, donc attention, la prochaine fois que je parle de ça, il faudra vraiment bien le signifier. Pour autant, je continue à adorer la pratique que j'ai reçue. Et c'est pas parce que je crois pas dans tout ce qui est dit dans un cours traditionnel de Kundalini Yoga que je n'ai pas de plaisir dans cette pratique. Je, Si je vais écouter un autre cours d'un autre prof, il y a des choses qui peuvent être dites qui ne résonnent absolument plus avec ce que je pense aujourd'hui. Pour autant, physiquement et les chants, je trouve que c'est dingue. Les effets sont fous, sont fous. J'ai pas encore trouvé, et pourtant je fais plein de sports différents, je teste plein de choses, etc. Mais je n'ai pas trouvé une activité à la fois physique et spirituelle qui m'amène dans cet espace, dans mon cerveau, c'est-à-dire d'élargissement de la pensée. C'est pas magique, c'est pas, il se passe pas un truc du genre ah d'un seul coup je peux lire dans l'avenir, etc. C'est juste que l'intelligence intuitive est amplifiée et on réunit toutes les informations en fait qu'on avait collectées pour les mettre au bon endroit. Et du coup, on a l'impression d'avoir reçu un message, mais on ne reçoit pas un message de l'extérieur cas, pour moi, c'est pas ça, hein. C'est pas, j'ai appelé le divin qui m'a envoyé un message. Mais c'est comme ça qu'on en parle habituellement dans, voilà, vous êtes connecté, vous avez un canal, etc. Moi, je crois surtout que c'est l'intelligence du cerveau et du corps qui, d'un seul coup, vraiment fonctionnent ensemble et nous permettent de connecter des choses qu'on n'avait pas forcément identifiées. Et là, d'un seul coup, c'est révélé à nous. Alors, on a l'impression que c'est tellement beau que ça pourrait pas venir de nous, mais si, c'est nous, on est capable d'aller là. Hmm. T'as dit quelque chose qui m'a touchée, t'as dit j'ai retrouvé ma joie d'enseigner. C'est un questionnement que j'ai beaucoup en ce moment aussi. J'ai à la fois envie de te demander comment toi tu l'as retrouvé ta joie et aussi bah, comment pour des personnes justement qui se lancent dans cette aventure justement de reconversion et qui peuvent la perdre en cours de route parce que le chemin il est difficile, bah, comment on peut la retrouver cette joie? Bah, je pense que si on peut, à certains moments, c'est bien de s'arrêter parce que justement, moi, je posais la question l'autre jour à quelqu'un qui est artiste et qui a des difficultés à croire dans son travail. Et je lui disais, essaye d'envisager que ça s'arrête totalement. Enfin, vraiment, envisage le fait que finalement, t'es peut-être pas fait pour ça. C'est peut-être pas ça ta vie. Je savais qu'en le disant, ce serait douloureux à entendre, hein. Mais si c'est si douloureux, c'est exactement comme dans L'être à un jeune poète, hein, dans ce livre merveilleux. Je vais pas du tout le dire aussi bien que lui, mais si c'est douloureux en fait de ne pas écrire, puisqu'il il s'adresse en fait à quelqu'un qui cherche à écrire,
Si l'idée de ne pas écrire est si douloureuse que on en a le cœur brisé, qu'on se sent serré à l'intérieur, que c'est qu'il va falloir continuer à écrire, coûte que coûte, quoi. Et peu importe le résultat. Donc moi, je crois que la joie, elle est revenue en m'arrêtant, en me rendant compte que j'en avais encore le désir, et puis en partageant, et au moment où j'avais aussi besoin de repartager en vrai, parce que j'avais beaucoup donné en visio, et j'avais besoin de revoir les gens. Donc je me suis mise à trouver à nouveau des salles pour pouvoir retrouver mon économie d'avant, mais en tout petit, parce que c'est juste 2 cours dans la semaine. Mais quelle joie de voir. Alors, j'ai beaucoup de femmes, j'ai quelques hommes, c'est assez rare, mais j'en ai quelques-uns, mais c'est surtout des femmes. Quelle joie de les retrouver, quoi. De les voir entrer dans le cours avec des fois pas trop l'envie, leurs soucis, et puis voir leur visage quand elles sortent. C'est magique, quoi. C'est magique. Euh, Enfin, ça m'a fait du bien, ça leur a fait du bien. Je les vois qui s'épanouissent, qui ont du courage ensuite pour faire des choses très difficiles. Bah oui, là, je me sens complètement réénergisée et je reçois beaucoup. Donc, ça me donne une joie immense, oui, de voir ça. Mais je sais que c'est un travail qu'on fait ensemble, c'est-à-dire que moi sans elle, elle sans moi, enfin voilà, c'est un truc à deux, c'est pas, moi j'ai pas de pouvoir particulier. On arrive à la fin de cet épisode. Comment tu dois évoluer à l'avenir? Est-ce que tu as une idée de quelque chose ou... Écoute, je ne sais pas. Je m'étais imaginé beaucoup de choses à la fin de l'année 2023 auxquelles finalement j'ai décidé de renoncer. Et d'ailleurs, j'en suis très fière. Parce que moi, j'interroge beaucoup mes amies créatrices de marques autour de moi, entrepreneurs qui ont des succès, pour leur demander où elles en sont, ce qui les rend heureuses, est-ce qu'elles sont épanouies, de quoi elles rêvent. Et à un moment, je me suis imaginé que j'allais me lancer dans une nouvelle entreprise, en tout cas, en plus de ce que je fais, que j'avais envie de lancer un nouveau projet. J'ai beaucoup travaillé dessus pendant 9 mois. Et j'y ai renoncé pour le moment. C'est pas définitif, mais pour le moment, c'est plus d'actualité parce que je me suis rendu compte que là, tout de suite, j'ai envie de profiter du fait que je me sens bien et que j'ai pas envie d'être dans une quête de plus, de croissance ou de mieux, mais de juste là, c'est trop bien, quoi. J'ai envie de consolider ce que j'ai fait, de de continuer à tisser des liens en fait avec les gens qui me suivent de manière pérenne, pas pour avoir plus de monde, mais au contraire pour avoir une communauté peut-être plus engagée avec laquelle je vais pouvoir échanger plus, rendre plus service, etc. Mais dans une relation plus équilibrée que la gratuité. Parce que je pense que quand on est sans arrêt en fait dans un échange, dans un sens où on donne beaucoup et puis les autres ne donnent pas, ça crée parfois des exigences de la part de ceux qui reçoivent gratuitement qui ne sont pas du tout justifiées. Alors que dès qu'on paye même ne serait-ce qu'un petit montant pour recevoir des informations, etc., la relation est complètement différente. Donc j'aurai sans doute moins de monde abonné à ma newsletter lorsqu'elle deviendra payante. Mais je voudrais qu'avec ce petit groupe ou ce large groupe, j'en sais rien, on verra, qu'on puisse se retrouver, vivre des moments ensemble. Et pourquoi pas reprendre des méditations sur Instagram à certains moments, mais sur un compte Instagram privé pour ces personnes-là. Ça, c'est vraiment un truc dont j'ai très envie. Et alors, ce podcast s'appelle Un autre chemin est possible. Selon toi, quel autre chemin? Pour moi, aujourd'hui, Ouais, pour toi et pour le monde. oula, euh, écoute, je sais pas, il y a celui de mon espérance, en tout cas. Je, J'aimerais bien qu'on avance vers un chemin de réconciliation entre chacun, enfin entre tous, quoi, parce que on est dans un moment de grande tension et je ne peux qu'espérer
que le chemin de l'empathie réciproque, de la paix, de l'amour des uns des autres, même si ça paraît très bisounours, mais c'est quand même mon espoir, de l'amour du vivant puisse émerger. Voilà. Merci pour tes mots, Lily. Merci pour tout ton partage en transparence et franchise sur tout ce que tu as traversé ces dernières années et sur comment tu vois les choses aujourd'hui. Je pense que ça sera vraiment éclairant pour plein de gens qui sont aussi justement sur ce chemin qui est chacun le sien et chacun avec ses découvertes. Mais je trouve qu'encore une fois, pour moi, t'es une des personnes qui incarne vraiment la générosité et tu le prouves à travers chacun de ces partages. Donc, merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, ce que je retiens du partage de Lily, c'est vraiment qu'on est pluriel, qu'on va changer en permanence tout au cours de notre vie, avoir plusieurs phases, et surtout qu'on peut changer d'avis. Et ça nous enlève vraiment un poids de se dire que rien n'est figé, on peut toujours remettre en question nos choix et se sentir cette liberté d'évoluer, par rapport à notre situation professionnelle par exemple. Je retiens aussi qu'on ne parle pas assez de la monétisation de l'activité dans tout l'univers du bien-être, et pendant une reconversion, de surtout pas hésiter à garder une autre activité à côté pour se sécuriser financièrement et de vraiment tenir compte de sa situation personnelle, familiale, car ça va vraiment influencer, ça sert à rien de vouloir aider les autres si on n'est pas en mesure de se sécuriser nous-mêmes. Je retiens aussi qu'il ne faut pas hésiter à remettre en question ce qu'on a appris dans nos formations et de ne pas devenir dogmatique, et surtout d'avoir conscience en fait qu'on a vraiment une influence importante auprès des personnes qu'on va accompagner, d'où l'importance d'être aussi mesuré dans nos propos et de faire la part des choses dans tout ce qu'on va transmettre. Et j'ai beaucoup aimé l'idée que dans nos moments de doute qu'on peut traverser, imaginez que peut-être on pourrait ne plus faire ce qu'on fait. Ça peut être une manière de voir vraiment ce que ça nous fait au fond de nos tripes et finalement ce que ça nous coûterait d'abandonner notre projet. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en le notant, en me laissant un petit commentaire ou en le partageant autour de vous. D'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour échanger @marion.alvesdeoliveira. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Ou sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com pour découvrir mes offres d'accompagnement. Et si vous ressentez l'appel de vous faire coacher pour votre projet professionnel, vous pouvez réserver une séance découverte pour qu'on puisse en discuter. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.